C'est un texte de loi resté presque invisible, voté dans la discrétion des cabinets ministériels, et pourtant, il s'apprête à faire basculer le destin démocratique de la Côte d'Ivoire. Le mot vient de tomber. Le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le bras armé, policier et politique du pouvoir en place, s'apprête à reprendre le contrôle direct de l'organisation des élections. Fin de la commission électorale indépendante telle qu'on la connaissait. Fin du compromis historique. Les urnes s'apprêtent à retourner sous la coupe directe des préfets et des gouverneurs. À quelques encablures seulement de la prochaine élection présidentielle, ce changement brutal des règles du jeu jette un froid polaire sur tout le pays. Alors, posez-vous la question, est-on en train d'assister à un hold-up institutionnel minutieusement planifié, ou à une simple réorganisation administrative? Une chose est sûre, le climat politique ivoirien vient de se tendre d'un coup, et les fantômes des crises passées sont en train de se réveiller. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui se joue à Abidjan en ce moment va redéfinir l'avenir de toute la région. On décrypte tout ça, immédiatement. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Pour comprendre l'onde de choc qui secoue la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut avoir le courage de regarder son histoire en face. Dans ce pays, toucher au code électoral, ce n'est pas faire de la paperasse, c'est manipuler de la dynamite. Depuis le début des années 2000, la question obsessionnelle de savoir qui inscrit les électeurs, qui transporte les procès-verbaux et qui compte les bulletins de vote a été la source directe des plus grandes tragédies de l'histoire moderne ivoirienne. Pour arracher une paix fragile et sortir des décennies de sang et de larmes, la Côte d'Ivoire avait fini par s'accorder sur un arbitre, la CEI, une commission électorale théoriquement indépendante, conçue pour que le gouvernement n'ait plus jamais la mainmise sur les résultats. Mais aujourd'hui, le parti au pouvoir fait machine arrière. Un projet de réforme veut ramener l'administration publique au cœur du processus. Pour l'opposition, c'est le signal d'une régression démocratique majeure, un recul historique qui prépare une fraude à grande échelle. Pour le gouvernement, à l'inverse, ce n'est qu'une simple mesure d'efficacité logistique et d'économie budgétaire. Alors, qui dit vrai? Dans ce décryptage, nous allons plonger sans langue de bois dans les coulisses de cette bataille politique. Nous allons analyser pourquoi cette décision provoque une telle panique, décoder les véritables raisons qui poussent le pouvoir à agir ainsi, et surtout, comprendre ce que ce recul institutionnel cache réellement sur la fragilité de la vie politique ivoirienne. Installez-vous confortablement. C'est parti. Pour comprendre pourquoi l'opposition ivoirienne, les organisations de la société civile et les observateurs indépendants hurlent aujourd'hui au scandale, il faut avoir le courage de faire un saut en arrière. Il faut rouvrir les livres d'histoire. Confier à nouveau l'organisation, la supervision et la gestion des scrutins au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas une simple réformette technique. C'est un voyage dans le temps. C'est un retour en arrière de plus de 30 ans. Ce modèle que l'on tente de réintroduire aujourd'hui, c'est exactement celui de l'époque de Félix Houphouët-Boigny. L'époque glorieuse mais fermée de l'État-parti, du PDCI unique, où le ministre de l'Intérieur, installé confortablement derrière son bureau officiel, gérait la distribution des cartes, le tracé des circonscriptions et annonçait ensuite, face aux caméras de la télévision nationale, les scores soviétiques du régime avec des victoires à 99% des voix. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'arrachage des commissions électorales indépendantes au début des années 1990 n'a pas été une coquetterie de juristes. Ça a été le prix du sang. Ça a été la condition sine qua non, exigée par les peuples et les oppositions, pour sortir du parti unique, briser le monopole des régimes en place et entrer, enfin, dans l'ère du multipartisme et de la compétition démocratique réelle. L'idée centrale était limpide, puisque le gouvernement est juge et partie, il faut confier les clés du match à un arbitre neutre, extérieur à l'appareil d'État. En réintroduisant aujourd'hui le ministère de l'Intérieur au cœur de la machine électorale, le pouvoir d'Alassane Ouattara réactive instantanément une méfiance viscérale, une peur bleue chez ses adversaires. Pourquoi? Parce qu'un ministre de l'Intérieur, par définition, par essence, n'est pas neutre, et il ne le sera jamais. C'est un homme politique de premier plan. C'est un pilier du parti au pouvoir. C'est un homme nommé par décret présidentiel, qui obéit au chef de l'État et qui a sous ses ordres directs toute la chaîne de commandement territorial, les préfets de région, les préfets de département, les sous-préfets et, en bout de ligne, les forces de police et de gendarmerie. Mettez-vous 2 minutes à la place d'un citoyen ou d'un militant d'opposition. Comment l'électeur lambda peut-il croire une seule seconde à la transparence, à la neutralité et à l'équité du scrutin si l'homme qui organise l'élection, qui valide les listes et qui centralise les bulletins, est le même homme qui, le soir,
troque son costume de ministre pour enfiler le t-shirt de directeur de campagne du candidat du régime. Le conflit d'intérêts n'est pas seulement flagrant, il est total. C'est cette confusion des genres entre l'État et le parti au pouvoir qui fait craindre le pire. En brisant le principe d'indépendance de l'arbitre, on ne change pas seulement les règles, on change la nature même du jeu politique ivoirien. Alors, posons maintenant la question qui fâche. Celle que le pouvoir tente d'esquiver par tous les moyens derrière des discours managériaux, pourquoi ce recul aujourd'hui? Pourquoi prendre un tel risque politique? Pourquoi crisper volontairement le pays, braquer les partenaires internationaux et réveiller les vieux démons de la division à l'approche d'échéances aussi cruciales que la prochaine élection présidentielle? La réponse tient en réalité en un seul mot. Un mot que les régimes en place n'aiment jamais prononcer, mais qui guide chacun de leurs choix en coulisses, la peur. La peur du vide, la peur de l'incertitude et, par-dessus tout, la peur viscérale de l'alternance. Il faut regarder la scène politique ivoirienne actuelle avec une lucidité totale. Nous sommes à un tournant générationnel et historique absolu. Le paysage politique est dominé par des forces en pleine reconfiguration, des blocs qui savent que les prochaines batailles électorales seront les dernières d'une ère. Le RHDP, le parti au pouvoir, fait face à la dure loi de l'usure du temps. Après plus d'une décennie d'exercice absolu du pouvoir, la rhétorique du miracle économique, des ponts et du bitume ne suffit plus à masquer la frustration d'une jeunesse en quête de perspective, de justice équitable et de renouveau. Face au pouvoir, l'opposition réorganise ses troupes et fourbit ses armes. Qu'il s'agisse de la ferveur idéologique intacte des partisans de Laurent Gbagbo ou de la dynamique politique et financière insufflée par Tidjane Thiam à la tête du PDCIRDA, le régime sait pertinemment que sa réélection n'est plus une simple formalité administrative. Le match s'annonce serré, extrêmement serré. Et c'est précisément à cet instant précis que le calcul politique le plus froid intervient. Dans un contexte de compétition ouverte, le parti au pouvoir a pris conscience d'une vérité mathématique, il n'est plus absolument certain de remporter une élection pleinement transparente, arbitrée par une commission électorale qui lui échapperait. Et l'histoire moderne nous enseigne que lorsqu'un régime doute de sa capacité à convaincre par le verdict pur des urnes, sa première réaction est de s'emparer de l'outil qui les gère. Reprendre le contrôle de l'organisation électorale par le biais du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas une mesure de modernisation logistique. C'est une assurance vie politique. C'est un bouclier institutionnel que le régime s'auto-octroie pour sécuriser sa survie. Ce recul démocratique, loin d'être un signe de force, est en réalité l'aveu d'une immense fébrilité. C'est la preuve que le pouvoir choisit délibérément de se bunkeriser derrière l'appareil d'État, derrière ses ministres, ses préfets et ses forces de l'ordre, plutôt que de prendre le risque d'affronter le verdict souverain du peuple ivoirien dans un jeu parfaitement équitable. Le pouvoir a choisi de verrouiller la porte plutôt que de faire confiance aux électeurs. Et c'est précisément ici, dans ce glissement institutionnel, que l'analyse devient particulièrement inquiétante pour l'avenir du pays. Ce recul démocratique ne sort pas de nulle part, il met en lumière une fragilité structurelle profonde de la Côte d'Ivoire, une fragilité que le boom économique spectaculaire de ces dernières années tentait tant bien que mal de masquer. Depuis une décennie, la Côte d'Ivoire est célébrée partout comme la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. On vante la croissance à 2 chiffres, les gratte-ciel d'Abidjan qui poussent comme des champignons, le bitume des nouvelles autoroutes et l'éclat des grands projets d'infrastructures. Mais la dure réalité politique que nous vivons aujourd'hui vient de déchirer le rideau, sous le vernis de la prospérité économique, les fondations démocratiques ivoiriennes sont restées d'une fragilité extrême. Elles n'ont pas bougé. Ce choix de ramener les urnes dans le giron du ministère de l'Intérieur montre une chose, la Côte d'Ivoire n'a pas encore réussi le défi majeur de son histoire moderne, à savoir bâtir des institutions fortes, neutres et indépendantes, qui dépassent la volonté des hommes politiques qui les dirigent. Le pouvoir en place conçoit encore les règles du jeu électoral et les structures de l'État non pas comme un terrain neutre où chacun peut gagner ou perdre, mais comme des armes politiques exclusives, destinées à se maintenir coûte que coûte. Dans une Afrique de l'Ouest aujourd'hui profondément secouée par les coups d'État militaires, l'effondrement des alliances régionales et une instabilité chronique, la Côte d'Ivoire faisait figure de dernier havre de stabilité macroéconomique et politique. Mais attention! Cette stabilité, si elle ne repose plus sur le consensus démocratique, sur la confiance des citoyens et sur l'équité des règles, devient une stabilité de façade. Une stabilité purement cosmétique. C'est là que réside le véritable danger. En éliminant les contre-pouvoirs électoraux, en confiant les clés du scrutin à une administration aux ordres, le pouvoir ferme délibérément les vannes de la contestation légale et pacifique. Or,
L'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous a déjà cruellement montré ce qui se passe lorsque les citoyens ont le sentiment que les institutions judiciaires et électorales sont confisquées, la frustration sociale est privée de débouchés légaux, et elle finit inévitablement par déborder là où personne ne veut qu'elle aille. C'est-à-dire dans la rue. En voulant s'offrir une sécurité à court terme par le biais du ministère de l'Intérieur, le régime prend le risque immense de fragiliser le pacte social et la paix civile à long terme. La Côte d'Ivoire s'avance sur une corde raide, et la moindre erreur de calcul pourrait coûter très cher. Maintenant, changeons de perspective et regardons le tableau du côté des forces d'opposition. En reprenant les rênes du processus électoral via le ministère de l'Intérieur, le régime d'Alassane Ouattara ne fait pas qu'installer un bouclier pour lui-même, il tend un piège politique d'une perversité absolue à ses adversaires. Face à ce fait accompli, des leaders comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou l'ensemble des coalitions de l'opposition se retrouvent acculés, face à un dilemme stratégique redoutable. Deux options s'offrent à eux, et disons-le clairement, toutes deux sont extrêmement risquées. La première option, c'est celle de la rupture, le boycott. Refuser catégoriquement de participer à une élection dont les règles du jeu ont été biaisées en amont par l'administration préfectorale. Sur le plan moral, la posture est forte, elle a de la gueule. Elle permet de dénoncer l'illégitimité du scrutin à la face du monde et de priver le pouvoir de sa caution démocratique. Mais l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire a déjà rendu son verdict sur cette stratégie, elle est suicidaire. Le boycott passif laisse le champ totalement libre aux partis au pouvoir pour rafler toutes les institutions, s'installer confortablement dans une légalité formelle, et gouverner sans partage pendant 5 ans de plus pendant que l'opposition s'asphyxie financièrement et politiquement en dehors du système. La seconde option, la seule réaliste sur le papier, c'est d'aller au front malgré tout. C'est d'accepter de jouer sur un terrain en pente, mais avec l'objectif de créer un raz-de-marée électoral si massif, si incontestable, qu'aucune administration partisane, qu'aucun préfet, qu'aucun mécanisme du ministère de l'Intérieur ne puisse décemment le masquer ou le falsifier. Mais pour réussir un tel exploit, la barre est placée incroyablement haut. L'opposition ivoirienne doit sortir de ses querelles d'ego et réaliser une union sacrée absolue. Elle doit être capable de mobiliser la jeunesse au-delà des bastions ethniques traditionnels, et surtout, elle doit déployer une armée de dizaines de milliers de représentants formés, déterminés, capables de surveiller et de sécuriser physiquement chaque bureau de vote, du premier bulletin glissé jusqu'à la centralisation finale des procès-verbaux. En confiant le processus au ministère de l'Intérieur, le pouvoir pousse l'opposition dans ses derniers retranchements. Il teste sa capacité de résilience, sa logistique et sa maturité politique. Le régime fait le pari que l'opposition, fracturée et prise de court, n'aura ni les moyens financiers ni l'organisation nécessaire pour briser ce verrouillage d'État. C'est un bras de fer psychologique à haute intensité qui commence, et la moindre faiblesse de l'opposition validera, de fait, la stratégie de confiscation du pouvoir. Pour conclure, ne nous y trompons pas, l'ombre grandissante du ministère de l'Intérieur sur les urnes ivoiriennes n'est pas une simple réformette technique ou une dispute administrative de plus. C'est un glissement tectonique. C'est le choix délibéré du contrôle de l'État contre celui de la confiance citoyenne, le choix du statu quo politique contre celui de la respiration démocratique. En voulant sécuriser son avenir immédiat et se protéger contre le risque de l'alternance, le pouvoir ivoirien prend une responsabilité historique immense, celle de fragiliser la paix sociale et la stabilité profonde du pays à long terme. La Côte d'Ivoire s'avance une fois de plus à la croisée des chemins. Les prochains mois diront si les acteurs politiques ivoiriens auront la maturité et la sagesse nécessaires pour éviter de répéter les erreurs tragiques de leur propre passé, ou si le pays va replonger dans l'engrenage des crises post-électorales. Une chose est sûre, le bitume des autoroutes et les gratte-ciel d'Abidjan ne suffiront pas à sauver la paix si la justice des urnes, elle, est confisquée. C'est la fin de ce décryptage de crise, mais maintenant, la parole est à vous. C'est votre avis qui compte et c'est là que le débat commence, dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ce retour du ministère de l'Intérieur est un signal de régression démocratique majeure et dangereuse pour la Côte d'Ivoire, ou est-ce que vous croyez aux arguments d'efficacité logistique avancés par le gouvernement? Pensez-vous que l'opposition menée par Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo saura faire face à ce piège? Écrivez-moi vos analyses, je lirai et je répondrai à un maximum de commentaires. Si vous appréciez ce travail d'analyse approfondie, sans langue de bois et sourcé sur l'actualité du continent, montrez votre soutien, lâchez un énorme pouce bleu dès maintenant, c'est ce qui aide le plus la chaîne à être référencée. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous et activez la cloche des notifications pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort.
Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez critiques, gardez l'œil ouvert, et à très vite pour un prochain décryptage.